Vous en conviendrez, autant on sait à peu près ce que fait un directeur ou une directrice de la communication, mais à l'inverse, lorsqu'il s'agit du responsable communication, eh bien là, c'est quand même beaucoup plus nébuleux. En effet, ce poste qui est entre le DIRCOM et les chargés de com, qui est un poste évidemment à responsabilité, à la fois stratégique et à la fois opérationnel, sans oublier le côté management, eh bien ce poste, qui est très complexe, s'avère peu lisible pour beaucoup de gens. Eh bien, vous avez de la chance. Oui, je vous le dis, chers auditrices et auditeurs, car Katia Luxin, que vous avez déjà entendu dans une première partie, et qui est responsable communication chez Engie, va vous parler de son travail, non pas nécessairement comme elle l'a fait dans la première partie au travers de Get, le programme de transformation d'Engie, mais là, cette fois-ci, elle prend un peu plus de hauteur pour parler d'une manière entre guillemets plus générale de son job au quotidien. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Je me permets de saluer tous les responsables communication, quel que soit leur âge, dans quelque entreprise ou organisation qu'ils soient, car très sincèrement, c'est une fonction magnifique, fondamentale dans la communication, et malheureusement, on en parle peu. Pour ma part, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et il était temps que nous fassions enfin la lumière sur cette fonction de responsable communication. Très très bonne écoute en compagnie de Katia Luxin chez Engie. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. En effet, tu as des preuves. Sauf que les preuves, elles sont pas sorties de la cuisse de Jupiter. Absolument. C'est énormément de boulot. Et je trouve très bien qu'Engie ait dit on va mettre l'accent sur la communication, ce qui est une évidence. Mais tu sais bien que le bon sens n'est pas nécessairement près de chez nous. Et ce bon sens-là, je trouve qu'il est finalement très Engie, très terrien, au bon sens terrien, au meilleur sens du terme. Et je trouve très bien qu'ils aient dit non, on va être de toute manière obligé de faire de la communication. Donc ça ne va pas venir comme la 5e roue du carrosse ou le truc « ah oui, c'est vrai qu'il faut le faire ». Donc ça, c'est bien, c'est valorisant pour toi, je suppose. Oui, et puis encore une fois, les projets de transformation, dès le démarrage, on n'a pas forcément des choses à montrer. On doit expliquer pourquoi on fait le programme, pourquoi il est déployé, pourquoi sur cette cadence-là. Et c'est une fois qu'on commence à délivrer la solution qu'on peut arriver à présenter des preuves et plus facilement convaincre les réticents ou simplement expliquer comment ça va se passer. Donc c'est ça aussi, il faut comprendre. Moi, j'ai démarré en 2023. Aujourd'hui, en 2026, c'est beaucoup plus facile pour moi de rédiger un article parce que j'ai des preuves, parce que j'ai des chiffres clés, parce que j'ai des témoignages terrain. Mais la communication, aujourd'hui, fait partie de façon intrinsèque du programme. Donc, il n'y a vraiment aucune question à se poser. Et après, pour arriver finalement à démultiplier cette communication, moi, toute seule, je ne peux pas. Donc, bien sûr, je m'appuie sur la communication du groupe Engie, la communication corporate, qui permet de disséminer un peu partout sur nos réseaux sociaux, sur les applications qui ont été développées. Et ça permet de donner aussi de la visibilité aussi au programme. Et je te disais tout à l'heure, effectivement, moi, le cœur finalement du réacteur de la communication sur le programme Get, c'est la transformation interne. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va commencer aussi à communiquer, tu vois, sur LinkedIn pour expliquer aussi, il y a plusieurs projets de transformation au sein du groupe. Il y en a un qui fait partie des processus, l'harmonisation des processus, et on essaye effectivement de donner de la visibilité. Et ça, on le fait en collaboration, le programme le fait en collaboration avec la communication du groupe, parce que c'est une très bonne collaboration et ça permet aussi de pouvoir toucher aussi l'ensemble de nos parties prenantes sur les réseaux sociaux et de leur expliquer. C'est un autre programme de transfo, parce qu'il ne faut pas oublier que Engie, on a plusieurs programmes de transfo, donc notre programme, ça en fait partie, mais on a des programmes sur la sécurité aussi. Donc, c'est expliquer pourquoi sur ce programme de transfo-là, pourquoi on le fait et quels sont les bénéfices in fine à la fois pour Engie, mais il ne faut pas oublier à la fois pour nos parties prenantes, nos fournisseurs, les prestataires avec qui on travaille sur les sites, permet d'avoir une meilleure sécurité. Donc voilà, c'est aussi un écosystème qu'il faut aussi accompagner et expliquer pourquoi on fait ce changement. Sans oublier le client qui a besoin d'être assuré. Et le assuré. client, absolument. Et ça, c'est tout à fait normal. Me vient une question qui est toute bête. Selon toi qui as fait beaucoup de communication externe, maintenant tu es dans de la communication entre guillemets interne, mais très sincèrement, au vu de ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu penses que la communication interne existe encore aujourd'hui ? Parce que pour moi, ce programme de transformation qui est interne au groupe, oui merci Laurent, j'ai bien compris, finalement il finit sur LinkedIn, et à très juste titre parce que tu l'as dit,
il y a des parties prenantes, des fournisseurs, des clients, des gens avec lesquels on bosse. Est-ce que la communication interne, elle existe encore selon toi aujourd'hui ? Pour moi, elle n'existe plus parce que, tu viens de le démontrer, même les choses qui font du bien à l'intérieur, elles vont se voir à l'extérieur et on va les montrer à l'extérieur. Alors, je te dirais, moi, j'ai toujours fait la communication interne, communication externe. J'ai fait toutes les crises financières, tout ce que tu veux. Mais d'abord, quand tu communiques à l'externe, c'est parce que tu en as informé, pour moi, ma philosophie, c'est que tu en as informé l'interne. C'est les premiers ambassadeurs de ton entreprise, on le dira jamais assez, ça reste quand même tes salariés, tes collaborateurs. Donc, la com interne, elle existera toujours tant que tu as une entreprise et que tu as des collaborateurs qui y travaillent. Tu as besoin de les informer, de les rassurer, de leur expliquer la vision de l'entreprise, la stratégie. Donc, tu auras toujours besoin. Après, c'est la façon dont on travaille aujourd'hui qui a changé. C'est-à-dire, avant, tu faisais des contenus que pour la com interne, des contenus pour la com externe, alors qu'aujourd'hui, tu vas plutôt faire des contenus en te disant comment je peux l'utiliser à toutes les sauces. Voilà, sur LinkedIn ou sur mon réseau social interne. Mais évidemment. Voilà, c'est une stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de contenu maintenant aujourd'hui que l'on fait. Absolument, mais ça s'appelle tout simplement une stratégie de bon sens. Exactement. C'est-à-dire qu'on met, tu sais, beaucoup de on utilise d'ailleurs beaucoup dans nos métiers le mot stratégie, à tort et à travers, alors que des fois tu n'as juste besoin que d'outils. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ça m'agace quand j'entends des gens qui disent oui, tu sais, la stratégie, Et Coco, c'était simple comme bonjour. La com interne, la com externe, la frontière entre... Elle est très poreuse pour ne plus dire ténue, voire qu'elle a quasiment disparu. Donc oui, en effet, aujourd'hui, un contenu que tu vas créer en interne, il va se retrouver sur LinkedIn. Tu ne vas rien dévoiler, évidemment, tu vas pas parler d'un plan de sauvegarde de l'emploi, parce que ça, c'est totalement confidentiel. Oui, ça existera toujours, ces choses-là. Mais aujourd'hui, je considère que ça n'existe plus. Et toi, tu l'as dit très justement, c'est une stratégie de contenu et c'est apprendre à penser différemment les choses. Voilà, global. Oui, et encore une fois, merci pour le bon sens. Tu es responsable de la communication. Cette maison, tu l'aimes. Tu y es revenu. Tu allais travailler à Kuala Lumpur pour faire autre chose. La communication plutôt culturelle ? Oui, avec l'ambassade de France. Ouais. Voilà, donc c'est une parenthèse qu'on referme aussi vite. Je suis désolé de rester sur Engie, mais c'est une maison que j'aime. Est-ce que tu n'as pas l'impression que le poste de responsable communication dans quelque entreprise que ce soit, et je ne parle pas d'Engie nécessairement, est finalement très peu compris en interne ? Je le disais, normalement il y a une direction de la communication au-dessus. En dessous du responsable communication, il y a des chargés de communication, des chargés de projet, etc. etc. Ce responsable com, c'est une sorte de middle manager qui a souvent de très très grosses responsabilités dans des entreprises comme la tienne, en gérant une équipe de X personnes. Toi, tu as géré des équipes, tu as été manageuse, tu sais ce que c'est. Et quand je dis X personnes, c'est pas deux, trois pelés de tondus, c'est pas des alternants, ce sont des vrais salariés. Même si les alternants sont des vrais salariés, je m'excuse auprès d'eux. Mais très sincèrement, tu n'as pas l'impression qu'au final, en France, on ne comprend pas ce que c'est. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte... Allez, je vais employer un mot qui est un peu dur, une sorte de mépris à l'égard de ce poste qui, pour moi, est fondamental. Et c'est le poste charnière qui fait que la com fonctionne ou ne fonctionne pas. Oui. Alors, je dirais que effectivement, c'est la position de la communication en fait, qui peut toujours être challengé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu estimes que la communication est importante, quel que soit le service ou le produit que tu vends, il faut effectivement l'associer en fait aux décisions. Il faut qu'elle soit partie prenante dans le développement du projet, tout simplement, du projet, du programme, ce que tu veux. Et je pense qu'effectivement, pour avoir plus de 20 ans d'expérience en communication, effectivement, par moment, tu ne sais pas pourquoi la com, elle se retrouve rattachée à tel ou tel service. Donc, forcément, elle n'aura pas, si tu veux, une vision globale de ce qui se passe, des décisions stratégiques pour pouvoir être à même simplement de conseiller et d'avoir une vision aussi pour déployer une communication qui soit pertinente. Donc, je pense que c'est effectivement la position de la communication telle qu'elle est perçue qui va faire que oui, ça va fonctionner, ou non, elle sera un peu malmenée parce que elle sera pas prise à sa juste valeur. Moi, je pense que c'est vraiment le positionnement qu'on veut lui donner qui va permettre ou pas d'avoir une communication qui soit... Et puis après, c'est le communicant qui va devoir faire avec ce qu'on lui donne, finalement. Et avec qui il est, surtout. Parce que, évidemment, ce qu'on donne, on fait ce qu'on peut. Tu l'as dit très justement, la position de la communication, comment elle est prise au sérieux dans une entreprise, à quel point compte-t-elle ou pas, ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Ça, tu peux pas changer les choses du jour au lendemain.
Mais je pense qu'il y a aussi énormément de postures, il y a énormément finalement d'investissement personnel dans la com. C'est-à-dire que les choses ne changent pas du jour au lendemain, on ne se fait pas en un jour, mais si tu n'as pas un communicant ou des communicants qui sont charismatiques, qui sont capables d'ouvrir des portes, qui sont capables parfois de les refermer, qui sont capables de taper du poing sur la table. Je dis pas qu'il faut être une espèce de démiurge qui sait mieux que tout et puis qui va taper ses copains. Non, ça n'a aucun intérêt. Et puis la communication est au service de l'entreprise, Absolument, on le rappelle, elle est pas autoportée. Mais je pense, et c'est la question que je te pose, est-ce que tu ne penses pas que finalement dans une entreprise, la communication elle est totalement incarnée et que si tu es le DIRCOM ou le communicant qui a un peu peur de son ombre, pourquoi on filerait ne serait-ce qu'un centime d'euro de budget à Jean-Étienne qui a peur de tout? Ah exactement. Non, c'est pour ça que je te dis, tu as la position, comment la communication est perçue, et puis tu as les communicants, comment en fait tu te vends au quotidien, et comment tu te fais quelque part, je vais pas dire respecter, mais si, quelque part c'est ça, c'est expliquer que ton rôle, il est à la fois de protéger la marque, protéger le programme, protéger tout ce qui va sortir de notre entité. Et ton rôle, c'est de t'assurer que tout ce qui va être dit est en ligne avec la stratégie du groupe, en ligne avec la stratégie de ton management. Mais est-ce que tu penses que tu es partie prenante, par exemple dans un COMEX, où tu as des dirigeants financiers, marketing, commerce, etc. Est-ce que tu penses qu'ils comprennent le métier de la com? Je pense que peut-être au départ, non. Pour certains, il y en a d'autres, oui, qui ont une vraie appétence. Moi, j'ai travaillé avec des directeurs d'entités qui avaient une appétence pour la communication qui était exceptionnelle. Donc, tout va dépendre, en fait, de l'environnement. Mais je pense que ça vient aussi, si tu es passionné par ton métier, si tu es passionné vraiment, tu arrives à faire comprendre que quand tu dis non, c'est pas parce que tu n'as pas envie, c'est parce que tu considères que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne action, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et c'est quelque part, c'est un travail de longue haleine. Moi, je te dis, quand je suis arrivée, je comprenais pas tout. Aujourd'hui, je suis en capacité de leur dire, tu sais, là, moi, je comprends rien, donc si je comprends rien, il va falloir que tu refasses. Et si tu le fais avec courtoisie, en expliquant simplement que n'oublie pas à qui c'est destiné, donc il faut que les gens qui vont relire derrière comprennent. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de souci avec les équipes avec qui je travaille parce que je suis plutôt là pour leur dire, moi, si je ne comprends pas, alors que ça fait 3 ans que je suis là, tu penses bien que quelqu'un qui a d'autres activités, qu'on leur donne ça, en plus pour lire, il va pas comprendre. Donc, mon rôle, c'est vraiment à chaque fois d'alerter et de simplifier. Et je rajoute juste pour la communication et vraiment la vision pour essayer d'expliquer pourquoi c'est important. Moi, j'ai travaillé dans le domaine commercial, B2B, B2C, et à chaque fois, à chaque fois que j'ai travaillé sur la partie B2B, j'ai dû apprendre le métier que je représentais. L'exploration-production, le forage, Storengy, le renouvelable à Londres, comment tu crées des éoliennes, comment tu construis, comment tu fais un appel d'offres. Et à chaque fois, quand tu es communicant et que tu arrives dans une nouvelle entité, tu dois apprendre tout le métier. Et donc, il faut aussi comprendre qu'on a une capacité d'absorption et de traduction, comme tu dis, qui est phénoménale. C'est-à-dire que moi, en 20 ans, je me suis formée sur les éoliennes, sur le renouvelable, la RSE, sur la gestion des parties prenantes. Je me suis formée sur le forage souterrain, l'onshore, l'offshore. Aujourd'hui, je me forme sur les processus. Donc, c'est quand même un métier qui nous oblige toujours à nous remettre en question et à apprendre. Mais heureusement. Et heureusement, c'est ce qui est la beauté du métier, parce qu'en fait, tu ne t'ennuies pas. Donc, c'est ça qui est important pour, je dirais, les parties prenantes avec lesquelles on travaille, c'est de se dire, on est là et on apprend votre métier pour le traduire d'une façon plus simple. Mais beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité. Ouais. Et savoir traduire les choses, savoir les comprendre évidemment pour bien les traduire. À titre d'exemple, tu parlais de forage, de choses comme ça très techniques. Est-ce que tu as suivi des gens sur le terrain pour apprendre à connaître leur métier? Absolument. Et ça, c'est indispensable. En fait, tu dois comprendre les gens, tu dois écouter, lors des formations, tu dois être présent, tu dois comprendre pourquoi, en fait, ils ne veulent pas utiliser tel ou tel outil que tu leur mets entre les mains. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que, en général, c'est comprendre pourquoi ils doivent changer. Quand ça marche aujourd'hui, pourquoi changer? Et si tu changes quelque chose dans leur façon de travailler, qu'est-ce que ça va leur apporter? Et c'est toujours ça, le changement versus le gain que j'y trouve. C'est assez basique, ce que tu viens de dire, de prime abord. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, on oublie ces choses basiques de la communication.
J'ai une sainte horreur de toutes ces stratégies qui partent dans tous les sens, qui ne servent à rien, avec des campagnes qui servent globalement juste à se faire plaisir, et tu t'aperçois que l'utilisateur, le consommateur, le client, le candidat potentiel ou même le prospect, globalement, il n'en a rien à faire. Et tu t'es juste fait plaisir. Je pense que pendant de très nombreuses années, nous sommes trop fait plaisir dans la com. Peut-être. Ça remonte, à mon avis, jusqu'à la fin du XXe siècle. Les choses sont devenues beaucoup plus complexes aujourd'hui avec la digitalisation du monde. L'IA vient d'arriver. Mais je pense qu'on est revenu à des choses où on se dit, on arrête. Essentiel. Voilà, on va à droite, au but, on va à l'essentiel. Est-ce que, selon toi, le communicant des années 2030 doit être quelqu'un qui finalement va se gargariser de l'IA ou d'autres outils comme ça, ou est-ce qu'au contraire, il doit avoir un état d'esprit qui est « je veux comprendre toujours l'autre qui est face à moi », parce que finalement, le métier de la com, c'est parler d'un interlocuteur à un locuteur. Et puis nous, on traduit les choses de manière à faire en sorte que ce soit plus simple. Est-ce que finalement, on est très outillé ? Est-ce qu'au final, dans les années à venir, il faudra être peut-être un peu outillé, mais surtout faire marcher nos méninges, bon sang ? Alors moi, je te dirais, vu les 2 décennies d'expérience, notre métier a évolué depuis 20 ans. Pour ceux qui ont suivi, il y avait les chromalins avant. Aujourd'hui, tu te déplaces plus pour signer des chromalins. Voilà, les anciens s'en souviendront, les jeunes ne savent pas ce que c'est. Et pour autant, on a subi beaucoup de transformations dans la communication depuis 40 ans. Et pour autant, on doit toujours créer une stratégie, réfléchir à la vision, essayer de comprendre la vision stratégique, la décoder de ton entreprise pour pouvoir adapter une stratégie de communication. Donc l'IA, très clairement, on en aura besoin. En 2030, je pense qu'on fera des choses extraordinaires. En revanche, pour réfléchir et te dire, OK, mon site industriel pourvoit à tant de mégawattheures sur tel territoire, mon objectif, c'est ça. J'ai à répondre aussi sur la législation. Tu as des contraintes liées à ton activité et la mission de la communication, c'est de traduire toute cette stratégie business en actions de communication qui vont permettre d'atteindre notre objectif. Donc, tu auras besoin de l'IA parce que pour créer une affiche, un kakemono, ça ira plus vite que de passer 4 jours à faire 3 graphismes. Mais par contre, la réflexion intellectuelle de compréhension, pourquoi on fait ça, où est-ce que l'on va, tu auras toujours besoin d'humains parce qu'en fait, tu t'adresses à des humains. Donc, pour comprendre la culture, pour comprendre les réticences, pour aller expliquer quand tu fais des réunions locales, pour aller expliquer pourquoi tu dois faire ce projet-là et que tu entends les commentaires des résidents, des locaux qui te disent « Ah mais moi, je veux pas d'éolienne à côté de chez moi, je veux pas cette centrale à côté de chez moi, je veux pas cette usine à côté de chez moi ». C'est pas l'intelligence artificielle qui va leur répondre, ils auront besoin d'avoir un contact local avec les personnes qui représentent les différentes entreprises. Et donc, les communicants, nous, on sera toujours là pour pouvoir humaniser et faciliter le lien entre l'entreprise et nos cibles. Donc, je pense que 2030, c'est toujours une clarté dans la vision, toujours une association avec la stratégie du groupe et avec une puissance de feu pour pouvoir créer certains outils plus facilement, faire certains supports plus facilement. Mais on ne sera pas, comme beaucoup, il y en a plein qui disaient il y a quelques années, c'est bon, la com, elle est finie. Enfin, moi, j'ai vu l'évolution de la communication, on est toujours là. Hein. Selon toi, Katia, toi qui es quasi DIRCOM, c'est-à-dire que tu as l'expérience, tu as l'expertise, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon DIRCOM, selon toi ? Et qu'est-ce que tu ferais si demain on t'appelle pour un poste de DIRCOM chez Engie ? J'entends évidemment. C'est quoi les 3-4 premières actions que tu mettrais en place et qu'est-ce que tu ferais ? Parce que tu as l'habitude finalement d'arriver sur des nouveaux projets. La preuve en est, on vient d'en parler. On n'a pas parlé des autres, mais ce Get, il est quand même très, 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 très fort et je pense qu'il supplante un peu tout. Mais c'est quoi les qualités d'un bon DIRCOM et qu'est-ce que tu mettrais en place, les 3-4 premières actions que tu fais à titre personnel si tu prends un poste de DIRCOM chez Engie dans 6 mois ? Écoute, je pense que les principales qualités, ce serait l'écoute, je pense, la capacité à traduire des objectifs en action. Je dirais aussi l'humilité. Moi, je l'ai toujours dit parce que c'est un métier où tu travailles beaucoup pour les autres, tu mets en avant beaucoup les autres et tu es toujours en arrière, dans l'ombre. Et donc, c'est aussi savoir cette capacité d'humilité à se fondre. Et puis, je dirais qu'il faut être aussi avoir du caractère.
franchement, parce que justement, comme on l'a déjà dit, la communication n'est pas toujours associée au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais pas toujours au bon moment. Et pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit au bon moment, il faut savoir se faire respecter et avoir du caractère. Puis il faut accepter de dire ce que je vais dire ne va pas plaire, mais c'est pas parce que je ne veux pas le faire, c'est pas parce que je ne sais pas le faire, c'est pas parce que l'idée ne vient pas de moi et que du coup je veux pas le faire. C'est aussi se dire pourquoi le faire. C'est la capacité à dire, à questionner les gens qui vous sollicitent et à se dire mais pourquoi tu veux vraiment le faire ici, aujourd'hui, maintenant, et est-ce vraiment pertinent, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour arriver au même résultat. Et c'est aussi, je dirais encore une fois, c'est la capacité de la confiance en fait. Créer une confiance, une relation de confiance avec les personnes avec qui tu travailles pour qu'elles acceptent à un moment donné de se dire bon ok, si Katia elle a dit que c'est pas ça, c'est pas qu'elle veut pas, c'est juste parce que avec son expertise, elle sait que c'est pas ça. Elle sait de quoi elle parle, elle est indéboulonnable et comme tu l'as dit très justement, on lui offre un blanc-seing. Ok, on se tait, elle a raison. Ou pas, mais écoutez. C'est pour ça que je dis, il faut savoir écouter pour nous, mais il faut savoir être entendu, je dirais. Et quelles sont les 3 actions que je mettrai en place? Je dirais, allez, imaginons, j'arrive dans une grande réunion, je présente la com et l'objectif de la com au sein de l'entité. Parce que je pense encore une fois, j'en discute tout le temps, hein, on ne sait pas vraiment ce que fait la com. On ne comprend pas ce que fait la com. On ne sait pas à quel moment il faut la contacter. On ne sait pas si c'est juste pour faire des affiches ou pour lui montrer qu'on a fait quelque chose et qu'on voudrait sa validation. Expliquer la com et puis après aller rencontrer les gens qui sont les parties prenantes les plus importantes en fait, et leur expliquer comment on va travailler ensemble. C'est pas elles qui vont dire demain je t'appelle pour faire ça, c'est comment on va travailler ensemble pour travailler de façon intelligente à un objectif commun. Mais ça veut dire mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues, appelle ça de manière positive un process, tu es en plein dedans. Oui. C'est ça. C'est ça, en fait, il faut, alors il y en a qui aiment ou pas l'expression, je crois que tu l'aimes pas, prendre sa place, mais c'est ça en fait, c'est aller chercher le siège et pousser peut-être et dire, bah voilà, moi je fais partie aussi de votre écosystème et la com à la voix comme business développement, comme un autre service. Katia, j'ai 2 dernières questions pour toi. Mm-hmm. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune qui veut rentrer justement dans les métiers de la com? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors le premier, moi j'ai pas eu cette opportunité, mais c'est aller travailler dans les agences. Moi j'ai beaucoup travaillé au tout début de ma carrière avec des agences qui n'existent plus certaines, et je faisais comme des stages, c'est-à-dire que je passais 3-4 jours avec les créas pour voir comment ils travaillaient, quels outils ils avaient, pour derrière, quand moi je travaillais sur un brief, me dire ok, je sais que cette agence elle travaille de telle façon, donc je vais pas lui demander un truc qui n'existe pas sur le marché. Donc le premier c'est une expérience peut-être dans une agence pour comprendre le métier de la communication. Et puis, si tu n'as pas cette possibilité, c'est d'aller chez l'annonceur et d'être curieux. Vraiment, d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on te demande, en fait. Je pense que la fiche de poste, elle est bien, mais toujours essayer de se dire comment je peux aller plus loin, après avec les moyens qu'on te donne, ressources, budget, peu importe, mais se faire plaisir, en fait, parce que la communication, moi, je sais que c'est un métier de passion. Depuis que j'ai 16 ans, je voulais travailler dans la communication. Donc pour moi, c'est pas, je savais pas quoi faire. Non, pour moi, c'était, je veux faire de la com parce que je veux démontrer aux cibles que je vais toucher que ce que je fais, ce pourquoi je travaille, c'est pertinent, c'est intéressant pour eux et ça va changer leur vie. Et ça a toujours été pour moi une vocation. Et donc je dirais aux jeunes, foncez et démontrez votre singularité. Ça marche des fois, des fois ça marche pas, hein, parce que faut que ça fitte avec les gens en face. Mais il faut croire en soi, vraiment. Et la com, c'est un métier de passion et de curiosité. Donc il faut lire, il faut savoir écrire, parce qu'on oublie aussi avec l'intelligence artificielle, on part du principe que ChatGPT ou autre, ils vont nous écrire nos articles. Donc quand tu lis LinkedIn, tu vois que c'est tous pareil. Il y a des compétences clés à avoir. Donc le métier de communicant ne s'improvise pas. Donc il faut être formé. Moi je dis il faut être formé. Il faut aller chercher un peu les innovations et se dire ok, mon métier c'est ça, mais moi qu'est-ce que j'apporte en termes de touche personnelle. Je suis d'accord. Et puis il faut avoir du fond. Il faut pas avoir que de la forme. Ça, ChatGPT va te donner la forme si tu veux au pire. Hein. Plus ou moins bonne. Oui, en plus, on est d'accord. Souvent moyenne. Oui. Mais
très objectivement, je pense qu'il faut qu'on ait du fond et il faut qu'on montre aussi que nous avons du fond. Il faut faire savoir et faire comprendre que non, c'est pas un métier de type qui est sur une palette graphique. C'est pas du rouge, du bleu, du vert, j'aime pas. C'est notre métier, c'est un métier de gens qui réfléchissons. Et je le dis toujours, c'est un métier d'intellectuel, la communication. Tout à fait. Oui. Et quel que soit le métier qu'on fait dans la com, qu'on soit graphiste, qu'on soit photographe, qu'on soit responsable de la communication, à manager comme toi, à gérer des très très gros projets dans une très grande entreprise, c'est toujours un métier d'intello et pas de mecs qui mettent uniquement la main dans le cambouis. Ouais. On le fait. Oui, ça fait partie. Ça fait partie du métier. Et c'est cool. Et ça fait du bien, parce que ça te remet un peu les pendules à l'heure. Oui. Mais en tout cas, c'est un métier d'intellectuel. Dernière question, et après je te laisse tranquille. Je te remercie pour la qualité de cet entretien, sincèrement. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job? Les gens. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Les gens, le fait de te dire quand tu finis une action, en fait, tu te dis, au départ, moi souvent, je démarre de zéro et je dois créer. Et c'est vrai que le syndrome de la page blanche, je l'ai souvent parce que je dois créer souvent, beaucoup. Et par moments, tu te dis, mais comment je vais faire? Je ne sais pas. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de me dire à la fin, j'ai réussi déjà à produire, à créer quelque chose en partant de rien. Et après, c'est la satisfaction de me dire, ça a permis, les personnes qui en étaient destinataires ont apprécié. Et moi, finalement, mon baromètre, c'est les responsables de la conduite du changement, les adoption leads avec lesquels je travaille, qui sont en contact avec les utilisateurs finaux. Et c'est eux qui me disent, finalement, ce que tu fais, c'est bien, ça nous convient pas, ça c'est bien, il faut refaire. Et ma satisfaction à moi, aujourd'hui, ce que je kiffe, c'est de me dire, en fait, je travaille pour 30 pays. Et j'essaie de m'adapter et j'essaie de me challenger. Et c'est ça qui est génial, en fait. Tu te dis, chaque jour, il faut que tu recommences, il faut que tu changes, il faut que tu trouves la nouvelle idée. Donc, c'est épuisant aussi intellectuellement, faut pas se leurrer. Hein. Mais c'est aussi la contrepartie qui est de se dire, allez, j'essaie de me réinventer. Et tous les jours, c'est se réinventer. Tous les jours, c'est une nouvelle idée quand même. C'est pas rien. Et puis, j'ai presque envie de te dire que tous les jours, c'est presque un nouveau pays. Et tous les jours, c'est presque un nouveau pays. Ouais, ça, ouais, tout à fait. Avec sa culture, son process qu'il va falloir mettre aux normes. J'imagine que c'est extrêmement challengeant, pour employer un mot un peu anglais et un peu fourre-tout, mais je trouve que c'est justement ça qui est passionnant, c'est-à-dire que tu t'ennuies pas. Ouais, exactement. Ça fait presque 30 ans, que tu ne t'ennuies pas chez Engie. Exactement. Non, c'est une entreprise magnifique. Moi, j'ai connu beaucoup de transfos et j'ai eu vraiment l'opportunité à chaque fois, quand je changeais de poste, c'était pour une transformation, c'était pour vraiment développer quelque chose qui changeait. Il n'y avait rien de plan-plan. Et il n'y avait rien de plan-plan, donc il faut à chaque fois repartir sur « Ok, ça c'était avant » ou « Ça n'existait même pas ». Et c'est se réinventer à chaque fois. Et moi, j'ai eu à chaque fois cette opportunité-là de travailler sur des transformations. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est la liberté aussi de pouvoir tester. Ça marche. Ça marche pas, j'améliorerai demain. Oui, et puis il y a aussi un mot dont tu parlais il y a quelques minutes, la fameuse confiance. Ouais. On ne t'appellerait pas pour prendre ce genre de projet, pour les monter et les réussir et les développer, si on ne te faisait pas confiance. Chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une épée comme Katia, 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify et on s'abonne au décodeur de la communication, le seul et unique podcast intéressant sur la communication. Tu as vu la modestie dont je fais... J'adore ta modestie, c'est pour ça que je voulais te rencontrer. J'étais sûre qu'on allait s'entendre. Absolument. Bon, je t'embrasse Katia et je te dis à très très vite. Et chères auditrices et auditeurs, je vous dis un ciao avec beaucoup de soleil aujourd'hui. On a de la chance. On a de la chance. Merci à vous. Ciao.